La lumière du matin traversait les baies vitrées du sol au plafond de la suite nuptiale de l'hôtel de Crillon en longues traînées dorées, et tout sentait la rose fraîche et les nouveaux départs. Ma robe était accrochée à l'arrière de la porte du dressing, une soie sauvage couleur ivoire, ajustée à la main à 3 reprises sur 4 mois, le genre de robe qui vous donne l'impression que toute votre vie a mené à cet instant précis. Chloé, ma meilleure amie et témoin, riait de quelque chose derrière moi, et la coiffeuse ne cessait de répéter « Restez immobile, s'il vous plaît, ne bougez plus ». Et je me souviens avoir pensé « Ça y est, c'est le matin où tout commence ». J'avais 29 ans. J'avais un bureau d'angle dans une agence de communication réputée du centre de Paris. J'avais un compte d'épargne que je bâtissais depuis mes 22 ans, quand j'avais obtenu mon diplôme sans un centime de dette parce que j'avais cumulé 2 petits boulots pendant mes études et refusé d'emprunter ce que je ne pouvais pas rembourser. J'avais un appartement que j'adorais, une voiture que j'avais payée comptant, et un plan sur 5 ans pour lequel j'avais 18 mois d'avance. J'avais aussi un fiancé nommé Julien, que j'avais rencontré lors d'une soirée de charité sur un toit terrasse 3 ans plus tôt, et dont j'étais tombée amoureuse de cette manière particulière qui n'arrive que lorsqu'on est assez vieux pour être prudent mais qu'on choisit de sauter quand même. Ce que je n'avais pas, assise dans cette suite nuptiale à 7h15 du matin, c'était la moindre idée que les 4 prochaines heures allaient être les plus révélatrices de toute ma vie. Julien et moi étions ensemble depuis 31 mois quand il a fait sa demande. Ce n'était pas une surprise. Nous en avions discuté comme je discute de tout ce qui est important, c'est-à-dire avec soin, les 2 parties assises et un café à la main. Nous avons discuté des finances. Nous avons discuté de l'organisation de la vie commune. Nous avons discuté de ce que le mariage signifiait réellement pour chacun de nous au-delà de la cérémonie. Je pensais savoir qui j'épousais. Je pensais avoir été minutieuse. Je n'avais pas été assez minutieuse. Sa mère, que j'avais toujours appelée par son prénom, Béatrice, à sa propre insistance, avait été parfaitement agréable pendant la majeure partie de notre relation. Chaleureuse, même. Elle avait un rire qui remplissait les pièces et une façon de vous toucher le bras quand elle vous parlait qui donnait l'impression d'être soutenue. Sa sœur aînée, Sandrine, était plus calme, plus observatrice. J'avais toujours attribué cela à sa personnalité. Je comprends maintenant que c'était autre chose. La première fois que j'ai senti un changement, c'était lors du dîner de fiançailles, 7 mois avant le mariage. La famille de Julien nous avait emmenés dans une brasserie chic de Versailles, le genre d'endroit avec des banquettes en cuir sombre et une carte des vins qui s'étend sur 6 pages. Sandrine m'avait demandé, avec le ton particulier de quelqu'un qui pose une question anodine qui ne l'est pas du tout, si je prévoyais de continuer à travailler après avoir eu des enfants. J'ai dit, oui, bien sûr. Elle avait souri, juste souri, et changé de sujet. J'ai repensé à ce sourire parfois au cours des mois suivants, mais je m'étais toujours convaincue de ne pas lui donner trop d'importance. Les gens posent des questions inconfortables. Cela ne veut rien dire. J'avais acheté notre maison 14 mois avant le mariage. C'était une meulière de 4 chambres à Saint-Germain-en-Laye, avec un grand jardin, des parquets d'origine, une cuisine récemment rénovée avec des plans de travail en quartz et un double four. L'apport était de 220 000 €. J'avais mis 190 000 €. Julien en avait mis 30 000. Nous avions demandé à un notaire de rédiger une convention d'indivision, quelque chose que mon amie Sophie, qui est avocate en droit immobilier, m'avait très fermement poussé à faire. L'accord précisait la part de propriété proportionnelle. J'avais 86% des parts. Julien avait le reste. Cela ressemblait à une formalité technique à l'époque, le genre de document que l'on range et que l'on ne regarde plus jamais parce qu'on est amoureux et qu'on ne pense pas à ce qui se passe si les choses tournent mal. Sophie m'avait dit de garder une copie en lieu sûr. J'en avais gardé 3. Le mariage était prévu pour 11 h au domaine de Chantilly, à 40 minutes de l'hôtel. Ma mère était venue de Nice. Ma colocataire de fac avait fait la route depuis Lyon. 67 personnes avaient voyagé d'aussi loin que Londres ou d'aussi près que la banlieue voisine pour être dans cette salle quand Julien et moi nous ferions nos promesses. Le fleuriste avait utilisé 1200 tiges de renoncule blanche. Je le sais parce que j'avais validé la facture. À 8h40 du matin, on a frappé à la porte de la suite nuptiale. C'était Sandrine.
Elle est entrée sans y être vraiment invitée, de la façon dont certaines personnes entrent dans les pièces comme si elles leur appartenaient déjà. Elle était habillée, entièrement maquillée, portant un petit sac cadeau qu'elle a posé sur la commode sans commentaire. Elle m'a regardé dans le miroir un instant. J'étais encore sur la chaise, les cheveux à moitié coiffés. Puis elle a regardé ma mère et ma témoin et a dit, poliment, qu'elle espérait me parler en privé quelques minutes. Ma mère a commencé à dire quelque chose. J'ai croisé son regard et j'ai secoué légèrement la tête. C'est bon, ai-je dit, laissez-nous quelques minutes. Quand elles sont sorties, Sandrine s'est assise sur le bord de la méridienne près de la fenêtre et a croisé les mains sur ses genoux, et le sourire qu'elle m'a adressé était le même que celui de la brasserie, patient, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle voulait revoir certains points avant la cérémonie. Pas pour m'alarmer, a-t-elle dit, juste pour s'assurer que nous étions tous sur la même longueur d'onde. Elle a dit que dans leur famille, et elle voulait dire leur famille, celle que j'étais sur le point de rejoindre, il y avait certaines attentes sur la façon dont les choses fonctionnaient. Comment la maison était gérée. Elle a dit que sa mère avait toujours géré les finances de la famille élargie, que c'était quelque chose que les femmes de la famille assumaient comme une sorte de mission sacrée. Elle a utilisé le mot sacré. Elle a dit qu'il y avait aussi la question des dîners du dimanche, qui étaient non négociables et constituaient le pilier de la famille depuis qu'elle et Julien étaient enfants. Elle a dit que ces dîners exigeaient que les épouses arrivent tôt pour aider à la préparation et restent tard pour s'occuper du nettoyage parce que c'était ainsi que cela s'était toujours fait. Je suis restée très immobile sur cette chaise. Elle a continué. Elle a dit que leur mère n'était pas très bien depuis 1 an, rien de grave, mais qu'elle avait besoin d'un soutien supplémentaire, et qu'il avait toujours été entendu que lorsque Julien se marierait, sa femme aiderait à porter une partie de cette charge. Pas un fardeau, a-t-elle dit. Elle a utilisé spécifiquement l'expression pas un fardeau. Juste une contribution à la famille, de la même manière que toutes les autres épouses contribuaient. Je l'ai laissé finir. J'ai attendu un temps complet après qu'elle a cessé de parler. Puis j'ai dit, de quelle tâche spécifique parlons-nous? Elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle a dit, eh bien, la comptabilité du foyer, la coordination des courses, être disponible en semaine si maman a besoin d'être conduite à des rendez-vous médicaux. J'ai dit, est-ce que tout cela est écrit quelque part? Est-ce quelque chose que Julien et moi avons discuté et accepté avant aujourd'hui? La deuxième question est celle qui a changé son visage. Elle a dit, et je veux être précise ici parce que j'ai repensé à cette phrase de nombreuses fois depuis. Elle a dit, ce ne sont pas des choses qui ont besoin d'être écrites. C'est ainsi que la famille fonctionne. Je l'ai remerciée de m'avoir prévenue. Je lui ai dit que je la verrais à la cérémonie. Elle a ramassé le sac cadeau en sortant. Je suis restée assise sur cette chaise environ 45 secondes après la fermeture de la porte. Ma mère est revenue la première. Elle a regardé mon visage et n'a rien dit. Elle a juste posé sa main sur mon épaule et l'a serrée une fois, ce qui signifiait tout. J'ai demandé à la coiffeuse de me donner 10 minutes. Après que tout le monde est sorti, j'ai appelé Sophie. Sophie a décroché à la deuxième sonnerie. Je lui ai raconté, dans l'ordre, exactement ce que Sandrine avait dit. Sophie a écouté sans interrompre, ce qu'elle fait très bien parce qu'elle est avocate, et les avocats savent que les faits importent plus que votre réaction. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit, est-ce que toi et Julien avez parlé de tout cela? De quoi que ce soit de tout cela? J'ai dit, non. Un autre silence. Puis elle a dit, d'accord. Je monte dans ma voiture. Sophie vivait à 22 minutes de l'hôtel. J'ai appelé Julien ensuite. Il a répondu immédiatement, confus parce que les mariés ne sont pas censés parler à leurs épouses le matin du mariage, et il savait que je le savais. Je ne me suis pas embarrassée de banalité. Je lui ai dit que sa sœur était venue me voir. Je lui ai dit ce qu'elle avait dit. Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir, tout de suite, avant d'enfiler cette robe, s'il était au courant de tout cela et s'il était d'accord. Il y a eu un silence au téléphone qui était différent du silence de Sophie. Le silence de Sophie, c'était elle rassemblant des informations. Le silence de Julien, c'était quelque chose en train d'être décidé. Il a dit,
Ma mère a des difficultés en ce moment. Sandrine essayait probablement juste de s'assurer que tu comprenais dans quoi nous nous engagions. J'ai dit, nous. Dans quoi nous nous engagions? Est-ce que cela signifie que tu savais? Il a dit, Amélie, c'est le jour de notre mariage. J'ai dit, je sais quel jour on est. J'ai besoin que tu répondes à la question. Il a dit que sa famille avait certaines traditions et qu'il avait espéré qu'une fois que je ferais officiellement partie de la famille, les choses se mettraient naturellement en place. Il a dit qu'il n'en avait pas parlé parce qu'il ne voulait pas en faire une affaire plus importante qu'elle ne l'était. Il a dit, ce ne sont pas des gens méchants. Ils ont juste besoin de temps pour s'adapter. J'ai dit, s'adapter à quoi, Julien? Il a dit, à t'avoir dans les parages. À quel point tu es indépendante? C'était là. À quel point tu es indépendante? Dis non pas comme un compliment. Je l'ai remercié. J'ai dit que j'avais besoin d'une heure. Il a commencé à dire autre chose, mais j'avais déjà éloigné le téléphone de mon oreille. Sophie est arrivée en 19 minutes, ce qui signifie qu'elle a conduit plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Elle est entrée encore dans sa robe de demoiselle d'honneur, les cheveux seulement à moitié bouclés, ses talons dans une main. Elle s'est assise en face de moi à la petite table près de la fenêtre, et je lui ai tout raconté à nouveau. Cette fois en incluant ce que Julien avait dit. Sophie est l'une de ces personnes qui traitent les informations sans que cela ne se voie sur leur visage. Elle est restée très calme un moment. Puis elle a ouvert son sac, a sorti son téléphone et a affiché un document, puis elle l'a fait glisser sur la table vers moi. C'était la convention d'indivision, celle que j'avais signée 14 mois auparavant. Elle en avait apporté une copie. Elle a dit, je veux m'assurer que tu te souviennes de ce que cela dit avant de prendre une décision. Je l'ai lu. Je savais ce qu'elle disait. Je l'avais lu 3 fois avant de la signer. Mais Sophie marquait un point. Elle me rappelait que j'avais été prudente, que je m'étais protégée, qu'il y avait un terrain solide sur lequel me tenir si j'en avais besoin. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit, qu'advient-il de l'accord si nous nous marions aujourd'hui? Elle a dit, en France, un contrat de mariage peut remplacer ou modifier les arrangements précédents, selon le régime matrimonial que vous signez aujourd'hui devant le notaire. J'ai dit, et si nous ne nous marions pas aujourd'hui? Sophie m'a regardée pendant un très long moment. Puis elle a dit, alors l'accord reste exactement tel qu'il est écrit. Ta part de propriété est protégée. Je suis restée avec cette pensée pendant 1 minute. Par la fenêtre, Paris faisait ce que Paris fait par une matinée claire d'octobre, c'est-à-dire être si belle qu'elle vous convainc presque que tout va bien se passer. J'ai pensé à la robe sur la porte du dressing. J'ai pensé aux 1200 tiges de renoncule. J'ai pensé à ma mère venant de Nice et à ma colocataire de fac venant de Lyon et aux 67 personnes qui avaient réorganisé leur week-end pour être dans une salle à 11 heures. Puis j'ai pensé au silence au bout du fil avec Julien, à sa forme spécifique, à la façon dont il avait dit à quel point tu es indépendante comme si c'était un problème qu'il avait discrètement classé. J'ai demandé à Sophie de sortir encore 5 minutes. J'ai appelé ma mère. Elle est revenue dans la pièce et je lui ai dit, aussi calmement que possible, ce qui se passait. Ma mère n'est pas une femme calme par nature. Elle est expressive, chaleureuse et sujette aux larmes devant les publicités sentimentales. Mais quand c'est important, elle devient très immobile. Elle est devenue très immobile. Elle a écouté chaque mot. Quand j'ai fini, elle a dit, « De quoi as-tu besoin de ma part ?» Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Elle a quitté la pièce et je me suis retrouvée seule pour la première fois de la matinée. Et j'ai repensé à une conversation que Julien et moi avions eue après environ 6 mois de relation, allongés sur le sol de mon appartement en mangeant des plats thaïlandais à emporter, en parlant de ce que nous voulions chacun pour l'avenir. Il avait dit, et je l'avais aimé pour avoir dit ça à l'époque, qu'il admirait à quel point j'étais autonome. Comment je n'avais pas besoin des autres pour me dire qui j'étais. J'avais pensé que c'était la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite. Je comprends maintenant que ce qu'il faisait réellement, après 6 mois, c'était de mesurer la distance entre qui j'étais et qui sa famille s'attendait à ce que je devienne. J'ai enlevé les boucles d'oreilles que je portais. Je les ai posées sur la coiffeuse. Je me suis regardée dans le miroir pendant un long moment.
Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la coordinatrice de l'événement du domaine de Chantilly. Elle s'appelait Jenny, et elle a été extraordinairement professionnelle pour tout. À 9h50, ma mère avait parlé aux familles. À 10h15, les invités étaient redirigés vers le restaurant de l'hôtel pour un brunch que Jenny avait réussi à organiser en moins de 30 minutes. Cette femme méritait une augmentation. À 10h40, Julien m'avait appelé 11 fois et sa mère m'avait appelé 4 fois, et Sandrine avait envoyé 3 messages qui commençaient, dans l'ordre, par Amélie, « Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît appelle-moi ». Et puis plus rien après cela. Sophie est restée avec moi dans la suite pendant que j'enlevais mes vêtements de préparation de mariage pour remettre les vêtements avec lesquels j'étais arrivée à l'hôtel la veille au soir. Elle n'a rien dit d'inutile. Elle m'a aidé à refaire mon sac. Elle m'a tendu un verre d'eau exactement au moment où j'en avais besoin. Julien est arrivé à l'hôtel à 11h30. Je l'ai rencontré dans le hall, pas dans la suite, parce que je voulais être dans un endroit avec une sortie. Il n'avait pas l'air en colère. Brisé était un mot plus proche. Il s'est assis en face de moi dans l'un des fauteuils du hall et a dit mon prénom 2 fois avant que quoi que ce soit d'autre ne sorte. Il a dit qu'il ne savait pas que Sandrine allait venir dans la suite ce matin-là. Il a dit que s'il l'avait su, il l'aurait arrêté. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé, que rien de tout cela n'avait besoin de signifier ce que je lui faisais signifier. J'ai dit, quand comptais-tu me le dire? Il a dit, te dire quoi? J'ai dit, que ta mère s'attendait à ce que je gère ses rendez-vous médicaux et les finances de ta famille et que je sois présente chaque dimanche pour cuisiner et nettoyer. Quand est-ce que cette conversation allait avoir lieu? Il a dit, après le mariage, les choses se seraient apaisées. J'ai dit, après le mariage, tu veux dire après que la convention d'indivision aurait été remplacée. Il s'est arrêté. Je l'ai regardé comprendre que je savais exactement ce que cela signifiait. Je l'ai regardé essayer de comprendre quand et comment je l'avais appris. Il a dit, très doucement, Sophie. Je n'ai pas répondu à cela. Il s'est adossé à son siège. Il a mis son visage dans ses mains un instant. Puis il a levé les yeux et a dit quelque chose qu'il pensait sans doute être de l'honnêteté. Quelque chose sur le fait qu'il avait toujours su que sa famille était envahissante. Comment il s'était dit que j'étais assez forte pour le supporter? Comment il s'était convaincu qu'une fois que je serais dans la famille, tout s'arrangerait organiquement? Il a dit, je pensais que tu t'adapterais. J'ai retourné ce mot quelques fois. J'ai dit, Julien, j'ai mis 190 000 € dans cette maison. Je n'ai pas fait ça pour m'adapter. Il a dit, cet argent fait partie de notre vie ensemble. J'ai dit, l'accord dit le contraire. Il a dit, nous pouvons revoir l'accord. J'ai dit, nous ne reverrons pas l'accord. Sa voix est devenue plus tendue après cela. Il a dit que la maison était censée être un foyer familial. Il a dit que ses parents avaient contribué, voulant dire qu'ils avaient contribué par un soutien émotionnel et étaient venus 2 fois voir l'avancement des travaux, pas financièrement d'une manière que je pouvais documenter. Il a dit que renoncer au mariage était humiliant pour toutes les personnes impliquées et que j'étais imprudente avec quelque chose de réel. J'ai dit, je ne renonce pas à quelque chose de réel. Je renonce à quelque chose qui n'a jamais été ce qu'il paraissait être. Il m'a appelé 3 fois de plus cet après-midi-là. Sa mère a appelé 2 fois. Sandrine a envoyé un dernier message qui disait « J'espère que tu comprends ce que tu as fait à cette famille ». Je l'ai lu 1 fois, j'ai posé mon téléphone face contre terre et je me suis servi le premier verre de vin de ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples parce que rien de tel ne l'est jamais. Julien a pris un avocat. Son avocat a envoyé une lettre suggérant que, puisque nous avions cohabité dans la propriété et que Julien avait contribué aux mensualités du prêt au cours des 14 derniers mois, il y avait une base pour revoir la répartition de la propriété. Sophie a lu la lettre et l'a décrite en utilisant un mot que je ne peux pas répéter ici, mais son sens était clair. Elle a envoyé une réponse citant la convention d'indivision, l'acte notarié, la clause de propriété proportionnelle, et a joint un décompte complet de chaque paiement effectué au cours des 14 mois, recoupé avec les relevés de virement bancaire de nos 2 comptes, montrant précisément ce que chacun de nous avait contribué. Elle a également noté, dans un langage poli et absolu,
que toute réclamation suggérant un intérêt équitable au-delà de l'accord documenté devrait passer par les tribunaux et qu'elle était prête à s'assurer que ce processus soit exhaustif. La réponse de l'avocat de Julien est revenue 10 jours plus tard. Il ne maintenait pas la réclamation. J'ai gardé la maison. Je veux être précise sur ce que cela signifie parce que je pense que la précision compte dans des histoires comme celle-ci. Je n'ai pas obtenu un règlement partiel. Je n'ai pas eu de rachat qui me compensait pour un certain pourcentage de ce que j'avais investi. La convention d'indivision a tenu bon. Mes parts de propriété étaient documentées et défendables, et le nom de Julien a été retiré de l'acte au terme d'un processus qui a pris 6 semaines et m'a coûté des frais d'enregistrement et le travail de Sophie, qu'elle a refusé de me facturer. Ce pourquoi je lui serai redevable le reste de ma vie. Julien a emménagé dans un appartement dans le 11e arrondissement. Sa mère, d'après ce que j'ai entendu par des gens qui nous connaissaient encore tous les deux, a dit à quiconque voulait l'entendre que j'avais pris son fils au dépourvu. Sandrine a cessé d'apparaître dans les fils d'actualité des réseaux sociaux d'amis communs en quelques mois, que ce soit par choix ou par algorithme, je ne saurais le dire. La chose à laquelle je pense le plus quand je repense à ce matin-là n'est pas la robe ou les fleurs ou les 67 invités. C'est l'appel téléphonique avec Julien. Le silence avant qu'il ne réponde à ma question. La façon dont le silence d'une personne peut vous dire tout ce qu'elle a décidé de ne pas dire à haute voix. J'ai pensé, dans mes moments les moins généreux, à ce à quoi ma vie aurait ressemblé si je m'étais habillée ce matin-là et si j'avais remonté l'allée quand même. J'essaie de l'imaginer. Les dîners du dimanche, les rendez-vous médicaux, les finances familiales remises à une femme qui avait commencé à planifier mon rôle avant même de m'avoir rencontré correctement. J'ai essayé d'imaginer Julien, année après année, devenant davantage la personne que sa famille attendait qu'il soit et moins la personne dont j'étais tombée amoureuse sur un toit-terrasse à Paris. Je ne parviens pas à le voir clairement parce que je pense qu'une partie de moi, même alors, savait déjà. Ma mère est rentrée à Nice 4 jours après le mariage qui n'a pas eu lieu. À l'aéroport, en me serrant dans ses bras pour me dire au revoir, elle a dit quelque chose que j'ai noté et gardé. La chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de refuser de devenir quelqu'un de plus petit qu'elle-même. Ma mère dit des choses comme ça parfois, et elles résonnent comme elles le doivent. J'ai gardé la maison. J'ai gardé ma carrière. J'ai gardé Sophie. Et ma mère. Et ma colocataire de fac qui a conduit 4 heures et ne s'est pas plainte une seule fois. J'ai aussi gardé l'habitude, que j'avais développée pendant les 14 mois de possession de la maison, de lire chaque document 2 fois avant de le signer. De poser les 2 questions que la plupart des gens ignorent. Est-ce que c'est écrit? Et est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Ce ne sont pas des questions compliquées. Ce ne sont pas des questions agressives. Mais ce sont celles qui vous diront plus vite que presque n'importe quoi d'autre si la personne en face de vous construit quelque chose avec vous ou construit quelque chose autour de vous. Les renoncules ont été donnés à un hôpital de la rive gauche. J'ai appris plus tard par le fleuriste qui m'a envoyé un mot que j'ai toujours dans le tiroir de ma table de chevet, 1200 tiges. Quelqu'un dans un service de convalescence cette semaine-là s'est réveillé avec des fleurs blanches sur le rebord de la fenêtre et n'avait aucune idée de ce qu'elles signifiaient, ce qui est très bien ainsi. Les fleurs n'ont pas besoin de contexte pour faire leur travail. Je me réveille la plupart des matins maintenant dans la maison de Saint-Germain-en-Laye, que j'ai entièrement faite mienne au cours des 14 mois écoulés, et je pense à ce que je veux dire à quiconque pourrait entendre cette histoire et y reconnaître quelque chose. Je veux dire que dès l'instant où vous sentez que quelque chose est construit autour de vous plutôt qu'avec vous, faites confiance à ce sentiment. Posez les questions à haute voix. N'attendez pas la pré-cérémonie, la pré-signature, le moment où les choses se seront installées. Cette installation n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que l'on vous fait subir. Je veux dire, documentez tout, non pas parce que l'amour requiert de la suspicion, mais parce que la clarté est une forme de respect pour vous-même et pour la personne que vous choisissez. Je veux dire, ayez une Sophie ou soyez la Sophie de quelqu'un d'autre. Connaissez une personne qui conduira 22 minutes sans qu'on le lui demande 2 fois, qui apportera le bon document au bon moment, qui s'assoira tranquillement avec vous pendant que vous déterminez ce dont vous avez réellement besoin. Et je veux dire cette dernière chose, qui est la plus vraie. Se détourner de quelque chose qui ressemblait à tout n'est pas la même chose que de tout perdre.
Je le sais parce que je l'ai fait, et je sais ce qu'il me reste. La plupart des matins, la lumière traverse ces baies vitrées à Saint-Germain-en-Laye en longues traînées dorées, et tout sent le café et ma propre vie. Et je pense, ça y est. C'est là que les choses commencent. J'avais raison sur ce point, je m'étais juste trompé de matin. Cette histoire nous rappelle avec force que l'amour ne doit jamais être un sacrifice de soi ou de son identité. Dans notre société moderne, on nous vend souvent l'idée que le compromis est la clé de toute relation réussie, mais il existe une différence fondamentale entre faire des compromis et s'effacer pour s'intégrer dans un moule préétabli par une belle famille ou un conjoint. Le personnage d'Amélie incarne la force de la femme contemporaine qui, tout en étant capable d'aimer profondément, refuse de compromettre son indépendance financière et morale. Ce récit souligne également l'importance cruciale de la protection juridique. Beaucoup de couples voient les contrats ou les conventions d'indivision comme un manque de confiance, alors qu'en réalité, c'est le filet de sécurité qui permet d'aimer plus librement, sans la peur de tout perdre si les valeurs fondamentales ne sont plus alignées. Le silence de Julien au téléphone est le moment le plus révélateur de l'histoire. Il montre que la trahison ne vient pas toujours d'un acte violent, mais souvent d'une omission délibérée, d'un espoir secret que l'autre changera ou se soumettra une fois le piège refermé. En choisissant de ne pas porter cette robe, Amélie n'a pas seulement annulé un mariage, elle a sauvé les 30 prochaines années de sa vie. Elle nous montre que la solitude est infiniment préférable à une vie passée à répondre à des attentes que l'on n'a jamais acceptées. C'est un message de courage qui résonne pour quiconque a déjà senti que son entourage tentait de réduire son espace vital ou sa liberté. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage d'annuler le mariage à seulement 2 heures de la cérémonie après avoir découvert de tels secrets, ou auriez-vous essayé de régler les choses après coup ? Pensez-vous que Julien était aussi coupable que sa sœur, ou était-il simplement